François qui va présenter. Martina, non? Ben, fais-le quand même. Oui. Bon, alors, allez. Martina Valentini, professeur Martina Valentini, ici, va nous parler d'une bactérie que nous avons tous, et probablement qui ne vous pose aucun problème. On l'appelle opportuniste, elle vous expliquera plus en détail ce que c'est, ça n'a pas l'air trop fort. Non, effectivement, ça près du micro. C'est mieux comme ça? Ouais. Je vais vous exposer les oreilles comme ça. Non, Donc, elle va vous parler de Pseudomonas aeruginosa, qui est une bactérie opportuniste, ça veut dire qu'on en a probablement tous, mais à moins que vous ayez la mucoviscidose ou que vous soyez immunodéprimé, ça ne vous pose aucun problème. Et justement, elle est étudiée d'abord de manière assez large. C'était intéressant de voir au cours de sa carrière, et vous le donner en détail évidemment, comment cette bactérie elle a pu s'intéresser à certains aspects de plus en plus précis. C'est aussi intéressant de voir comment une carrière se construit sur un intérêt qui est d'abord assez large et puis qui ensuite se focalise sur un aspect plus précis. Elle a fait ses études en Italie, à Padoue, et puis ensuite elle est arrivée en Suisse. Elle vous donnera tout le détail de son CV que j'avais préparé, mais c'est mieux si elle le fait. Je vais juste soulever qu'elle a eu une bourse Ambizione, qui est une bourse attribuée à des femmes qui ont une carrière particulièrement intéressante et qui méritent d'être soutenues. La suite a montré que ça valait la peine de la soutenir, effectivement. Elle vous parlera aussi de biofilms. Alors, ça n'a rien à voir avec les biopics. Les biofilms, c'est les accumulations de bactéries qui, parce qu'elles sont nombreuses et collées sur tous les conduits naturels ou artificiels, sont particulièrement difficiles à éliminer. C'est aussi justement une chose que cette bactérie fait assez facilement et qui la rend plus difficile à être, disons, contrôlée médicalement, et en partie additionnée à ça le fait qu'elle est beaucoup impliquée dans les antibiorésistances. Il y a beaucoup de souches antibiorésistantes. Elle a aussi, professeur Valentina a aussi beaucoup travaillé dans la formation contre les antibiorésistances en Angleterre. Voilà, c'était juste un petit apéritif, et vous le dira beaucoup mieux que moi maintenant. Parfait. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? J'espère. Et merci beaucoup pour l'introduction. Et aussi, je profite pour remercier les organisateurs de m'avoir invité ce soir et aussi de m'avoir fait découvrir cette jolie série de conférences que j'apprécie beaucoup. Donc, comme vous avez déjà entendu, je suis italienne d'origine. Donc, je m'excuse déjà si parfois il y a des petites erreurs de grammaire. J'espère que vous arrivez quand même à comprendre, et malgré des erreurs et mon accent aussi. Ok, donc ce soir, j'aimerais vous parler de comment on devient des chercheurs dans une académie. Et en particulier, mon objectif sera celui d'éclaircir un peu les parcours académiques en recherche. C'est un parcours assez long, ça s'étale sur plusieurs années, voire des dizaines d'années. Il comporte plusieurs étapes, et étapes qui parfois de l'extérieur ne sont pas très faciles à comprendre. Et c'est un parcours qui a aussi parfois des défis, on peut trébucher dans les schémas. Et c'est un parcours qui, je dois dire, qui requiert une certaine persévérance et une certaine résilience. Mais en même temps, je trouve que c'est un parcours assez enrichissant. On est toujours en train d'apprendre, on est toujours en formation. Et aussi, c'est un parcours qui ça permet de voyager, d'apprendre d'autres langues, de voir d'autres cultures, comme c'était dans mon cas. Donc aujourd'hui, j'aborderai 3 aspects du parcours académique. Les étapes que je vous ai mentionnées tout à l'heure, les compétences professionnelles qu'on doit acquérir pendant les étapes pour devenir un bon chercheur académique. Et enfin, je parlerai un peu de comment on obtient un emploi académique. J'aimerais aussi stresser le fait que parfois il y a des difficultés dans l'obtention d'un emploi stable, tout bien sûr aux ressources financières qui sont limitées et la compétition qui est de plus en plus forte. Donc pour parler de ces sujets, je m'appuierai sur mon parcours académique professionnel et je l'utiliserai comme exemple.
Bien sûr, je tiens à préciser que mon parcours n'est qu'un parcours parmi d'autres. Il y a de nombreux parcours qui existent et chacun construit sa carrière selon les propres intérêts. Carrière arrêtée. Oui. Résilience. Oui. C'est un. Oui. Ah, il y a peut-être bougé un peu. Je vais garder. Pas de piles. C'est pour ça que je préfère les notes. Il est reparti. Il est allumé? Il clignote, il doit. Oui, on a été retour. Donc, je disais que c'est un parcours, oui, que chaque personne construit sa carrière selon les propres intérêts, aussi les opportunités qu'elle rencontre. Il y a des carrières non linéaires. Entre mes collègues, il y a certains qui, après leur doctorat, ils ont choisi de faire une expérience dans le privé, par exemple. Et il y a certains d'entre eux qui se sont rendus compte, après quelques années, qu'en fait, le monde académique correspondait mieux à leur intérêt. Ils sont retournés dans l'académique. On a la tendance à voir ces explorations hors de l'académique comme des ralentissements. Et maintenant, c'est en train d'être changé. Je pense qu'on doit voir plutôt ça comme ces pauses, ces explorations, plutôt comme une chose à valoriser. Donc, bien sûr, comme je disais, ce partage est basé sur mon expérience personnelle et sans vouloir être un modèle universel. Donc, pourquoi mon parcours vaut la peine d'être partagé? Pourquoi moi? Je me suis posé cette question avant d'accepter l'invitation et aussi pendant la préparation de mes slides. Et j'ai pu trouver au moins 2 raisons pour lesquelles je pense que ça vaut la peine que je parle de ma carrière ou de mon parcours. Une raison est que mon parcours reflète les étapes typiques d'une carrière académique en biologie. Donc il est représentatif de la majorité des chercheurs. La deuxième raison que j'ai trouvée, c'est parce que moi-même, je n'ai pas encore atteint le sommet de la hiérarchie académique. Je suis professeure assistante depuis 3 ans, mais je n'ai pas encore atteint le sommet. Et si je peux faire une analogie, c'est un peu comme lorsqu'on va à la montagne, lors d'une randonnée. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, quand on est en train de faire une randonnée, et quand on arrive au bout, quand on arrive au sommet de la montagne, on a la tendance à oublier la fatigue qu'on a fait. Et parfois, les fois qu'on s'est dit « Ah, je vais arrêter, je ne peux plus, je retourne en arrière ». Et c'est un peu le même cas dans les parcours académiques. Parfois, une fois qu'on arrive au sommet, on a la tendance à oublier comment c'était difficile et les problèmes mathématiques qu'on avait quand on était étudiante, quand on était postdoc. Donc je pense moi-même, vu que je n'ai pas encore, je ne suis pas encore au sommet, je me rappelle encore très bien comment c'était difficile quand j'étais étudiante. Voilà, donc avant de continuer, j'avais une question pour... Ouais, désolée. Ouais. J'ai essayé de continuer, si jamais. Ça va? Ouais. On switch, si jamais. Et donc, j'avais une question. J'aimerais un peu essayer de connaître un peu votre background, votre connaissance du parcours académique. Donc, j'aimerais savoir, j'aimerais vous demander de lever la main. Si vous avez déjà une expérience personnelle et professionnelle en recherche, soit en sciences de la nature, soit en sciences humaines. Est-ce que quelqu'un... Ok, bah, bien, 20%. Est-ce que quelqu'un n'a pas d'expérience professionnelle, mais connaît quelqu'un, un chercheur dans sa famille ou dans ses amis?
Et ça, c'était plutôt pour les étudiants. Est-ce que vous envisagez une carrière dans la recherche? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'étudiants dans la salle. On ne sait jamais. Et, retraite dans la recherche. oui, aussi, j'ai oublié de mettre. Et est-ce que vous découvrez ces sujets pour la première fois? Ok, donc je crois que j'ai un public assez varié, mais qui connaissent déjà un peu le sujet. Donc, commençons par mon statut actuel. Comme je vous ai dit, je suis professeure assistante à l'Université de Genève depuis 2022. Et je suis aussi titulaire d'une bourse du Fonds national suisse qui s'appelle la bourse Eccellenza. C'est une bourse qui finance mon propre salaire, ma recherche et aussi les salaires de certains de mes collaborateurs. Ma recherche à l'Université de Genève se concentre sur l'étude d'une bactérie qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa. C'est une bactérie qu'on peut cultiver facilement au laboratoire. Par exemple, pour la cultiver, on peut utiliser ces boîtes de pétri qui contiennent une gélose avec des éléments nutritifs. Donc, dans ces boîtes, la bactérie forme qu'on appelle des colonies, ces amas rondes que vous voyez ici. Et pouvoir cultiver la bactérie, ça permet d'avoir assez des cellules bactériennes pour pouvoir les étudier. La bactérie, comme ça a été déjà dit, est une bactérie pathogène. Donc, elle est responsable de nombreuses infections chez l'humain, telles que par exemple des infections pulmonaires, des infections de la peau, des infections urinaires. Et en fait, cette variété d'infections qu'elle peut causer est due au fait que la bactérie peut s'adapter facilement à différents environnements et peut supporter différents types de stress. Si on est en bonne santé et on entre en contact avec cette bactérie, la bactérie ne pose pas trop de problèmes. Le système immunitaire il est très capable de s'en débarrasser et normalement on ne tombe pas malade. Par contre, si on a un état de santé affaibli, comme par exemple chez les patients qui sont hospitalisés suite à une opération chirurgicale, par exemple, ou des personnes qui sont immunodéprimées, cette bactérie peut causer des infections qui sont assez graves et peuvent attendre leur vie. La bactérie est aussi particulièrement dangereuse pour les patients atteints de mucoviscidose, où elle peut causer des infections pulmonaires chroniques qui parfois peuvent les empêcher de respirer. Cette bactérie devient de plus en plus dangereuse parce qu'elle devient aussi plus en plus résistante aux antibiotiques. Donc les traitements et aussi les choix des traitements, ça devient de plus en plus restreint. Et c'est pour cette série de motivations que l'Organisation mondiale de la santé a fait une liste déjà en 2021 et l'a remis à jour en 2024 pour lister toutes les bactéries pathogènes prioritaires sur lesquelles il faut investir en recherche et il faut trouver de nouveaux médicaments. Et Pseudomonas aeruginosa a été un des pathogènes qui a été listé par l'OMS. Donc au laboratoire, nous essayons de comprendre comment la bactérie Pseudomonas aeruginosa peut envahir les tissus de l'hôte, dans notre cas de l'humain, et peut échapper au système immunitaire, et aussi il peut se protéger des antibiotiques. Pour faire tout cela, la bactérie a à disposition dans son génome plus de 5500 gènes, que pour une bactérie c'est un nombre assez élevé. Et elle doit décider quel gène utiliser, quel gène allumer, en fonction de son environnement qu'elle rencontre et des menaces. Et elle fait tout ça pour optimiser son énergie. Donc nous étudions les mécanismes qui permettent cette optimisation, avec l'idée que si on comprend ce mécanisme, on pourrait un jour trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les bloquer et pour combattre les infections. Donc, au laboratoire, je suis bien sûr pas toute seule. J'ai un groupe de recherche assez sympa, j'aimerais vous le présenter. Il y
y a par exemple Dr Stéphane Haussmann, lui il est collaborateur scientifique et un chercheur très expérimenté avec une spécialisation en biochimie. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la biochimie, c'est une discipline qui étudie les réactions chimiques chez les vivants. Ensuite, il y a 2 candidats au doctorat. Il y a Sandra Cheslar et Sylvain Croisier. Ces 2 doctorants sont en train de réaliser leur thèse pour devenir un jour des chercheurs. Et ensuite, il y a Jörg Geiser à Laborantin. Lui, il a fait une formation professionnelle et son rôle, c'est d'apporter de l'aide technique pour la préparation du matériel et des expériences du labo. Il y a aussi Nathanael Guggenheim. Lui, il est apprenti laborantin, donc il est en train d'apprendre la profession. Et ensuite, nous avons bien sûr Pseudomonas Reginos, qui nous tient pas mal occupés. Donc, quelles sont les étapes qui m'ont mené à diriger un groupe de recherche et m'ont porté à l'Université de Genève? Comme vous savez maintenant, je suis née à Padoue, je suis italienne, je suis née à Padoue, j'ai fait mes études à Padoue. D'abord, j'ai obtenu une bachelor, une licence en biologie moléculaire et ensuite un master en biologie médicale. Et pendant la dernière année de mon master, en fait, j'ai eu envie de partir, de connaître d'autres pays. Et c'est pour cette raison que grâce à une bourse Erasmus, j'ai pu aller à Gif-sur-Yvette, c'est près de Paris, au INRS, au Centre national de la recherche scientifique, où j'ai fait un stage de master d'1 année et où j'ai appris pour la première fois à travailler avec les bactéries. Dans ce stage, j'ai travaillé avec une autre bactérie pathogène qui s'appelle Salmonella enterica. Peut-être que vous la connaissez parce qu'elle cause des infections intestinales et à cause de la contamination de certains aliments, par exemple. Ensuite, en fait, pendant mon master, il y a eu un séminaire d'un professeur de l'Université de Lausanne qui était invité à donner une présentation de son travail. Celui était le professeur Dieter Haas, il était à l'Université de Lausanne et il travaillait avec Pseudomonas aeruginosa. Donc, quand j'étais étudiante, j'ai écouté son séminaire. J'étais impressionnée parce qu'il avait une clarté dans sa présentation, mais aussi il avait un enthousiasme pour cette bactérie. Et c'était un enthousiasme qui ça m'a contaminé, ça m'a donné envie de travailler avec Pseudomonas aeruginosa. Et c'est pour ça que quand j'ai fini mon master, que j'avais envie de faire une thèse, un doctorat, je lui ai écrit un email et je lui ai demandé s'il avait de la place dans son labo. Heureusement, c'était le cas. Et c'est pour ça que je suis arrivée à l'Université de Lausanne, où j'ai fait un doctorat en sciences de la vie en étudiant Pseudomonas aeruginosa, mais je me suis concentrée surtout sur le métabolisme de la bactérie, sur comment la bactérie elle utilise certaines sources de nutriments, certains sucres pour se multiplier dans l'environnement. Après, suite au fait que j'avais quand même fait des études médicales et j'étais plus intéressée sur les aspects de pathogénèse, j'ai décidé après mon doctorat, et grâce à un bourse du Fonds national suisse, en fait, qui favorise et il supporte les chercheurs qui veulent aller à l'étranger, je suis arrivée à Londres, donc j'ai quitté le continent, comme les Anglais disent, et je suis allée à l'Imperial College. Là-bas, j'ai rejoint les groupes de professeurs Alain Fillou. Lui, il avait une question un peu plus sur les mécanismes qui induisent des infections chroniques chez les patients et la formation de ce qu'on appelle des biofilms, des Pseudomonas aeruginosa. Donc, j'ai étudié toujours la même bactérie, mais en développant plus l'aspect infection. Je suis restée à Londres pendant 4 ans, d'abord avec une bourse de France nationale, après avec une bourse anglaise. Et après 4 ans, j'ai quand même eu envie de retourner en Suisse et je suis arrivée à Genève. D'abord comme collaboratrice scientifique pour commencer mon propre groupe de recherche, ma ligne de recherche. Et en 2022, j'ai eu la bourse que je vous ai dit tout à l'heure, le
bellezza che ça m'a permis d'assumer le rôle de professeur assistante. Donc, si on regarde les étapes d'une carrière académique, que vous les voyez ici, maintenant vous pouvez comprendre que mon parcours est assez linéaire et assez typique d'une carrière académique en biologie. Ça commence avec une licence, un master, un doctorat, un postdoctorat, et je suis à l'étape des professeurs assistantes. Donc cette étape, je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure, est temporaire. Il y aura ensuite une évaluation. Et si l'évaluation sera positive, soyons optimistes, je serai nommée professeur associé ordinaire à l'Université de Genève. Bien sûr, pas tous les postdoctorants, ils ont la possibilité ou même ils ont l'envie de diriger un groupe de recherche ou une équipe. Et en fait, c'est le cas de presque la majorité des postdoctorants qui soit ils quittent le parcours académique, soit ils rejoignent des collaborateurs et collaboratrices de l'enseignement et de la recherche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque étape comporte des défis uniques et des opportunités de développement. On verra un peu plus en détail. Et un peu atypique, c'est le parcours, c'est la carrière académique en médecine qui s'est fait en parallèle au parcours hospitalier. Donc, voyons très brièvement la licence. La licence est une étape d'exploration générale des sciences fondamentales. On apprend les bases de la mathématique, de la chimie et de la biologie. C'est une phase qui dure environ 3 ans. C'est une phase d'apprentissage théorique où on développe des compétences aussi, comme la curiosité scientifique, l'autonomie de travail et dans l'apprentissage, le travail collaboratif. Ensuite, nous avons les masters, c'est des études qui durent environ 2 ans. C'est une phase de spécialisation dans un domaine précis, comme par exemple le domaine de la biologie végétale, la microbiologie, ou dans une direction spécifique, comme dans mon cas, c'était la biologie médicale. Pendant les masters, la partie théorique se concentre plutôt vers la première année. La deuxième année est concentrée plus sur un apprentissage et une expérience pratique en laboratoire. C'est le stage des masters que moi j'ai fait à Paris. Pendant les masters, à part les connaissances scientifiques qu'on a acquis, on apprend aussi à gérer notre propre travail, on apprend à se poser des questions et à voir comment on peut y répondre. Et on apprend aussi à rédiger des rapports scientifiques. Donc, les stages de master, c'est la première, on peut dire que c'est la première expérience d'un jeune chercheur. On développe nos premières expériences en laboratoire, bien sûr étant suivies par des experts. On apprend à formuler des recherches, des questions à recherche, à réaliser des expériences et à analyser des données. Et à la fin du stage, on rédige un rapport et on présente notre rapport lors d'une soutenance devant une commission. Donc, on dit toujours qu'au début du stage de master, les chercheurs sont comme des bébés. Ils ne sont pas très à l'aise à laboratoire, ils ne savent pas comment tenir une pipette. Mais ça s'apprend avec le temps. Moi-même, j'étais un petit bébé quand je suis allée à Paris. Mais c'est une phase très importante parce que ça permet de comprendre si la carrière en recherche, ça nous plaît et est faite pour nous. Donc, si c'est le cas, après le master, on commence un doctorat, on cherche une position de doctorat dans un labo. Cette fois, nous allons, pendant le doctorat, un projet de recherche original qui est à nous, avec une question scientifique à explorer. Pendant les doctorats, il y a un encadrement personnalisé de la part d'une directrice ou directeur de thèse qui guide et soutient les doctorats pendant son travail. Et bien sûr, les candidats au doctorat, la personne qui est en train de faire un doctorat, interagit avec les membres de l'équipe et aussi les membres du département. Et le travail collaboratif est très important en recherche, comme vous avez peut-être pu entendre
lors de la dernière présentation. Donc, pendant le doctorat, on croît en autonomie, on gagne progressivement en autonomie, en capacité de travail de manière autonome. On participe aussi activement à la rédaction d'articles scientifiques pour partager notre recherche auprès de la communauté académique. On peut aussi présenter aux national opportunités notre résultat lors des congrès scientifiques, des séminaires du département et d'autres événements. Et pendant les congrès, on a l'opportunité soit de donner une présentation orale, comme vous voyez ici dans cette image, soit donner une présentation sous forme d'un poster. Donc, cette image est prise d'un congrès en microbiologie. Et comme vous voyez, ici, il y a toute une série de posters qui sont attachés. Donc, ce type de communication est très importante parce que la personne qui a préparé les posters, les scientifiques, il se met devant son poster et il attend que les gens passent, ils viennent lire les posters et ils ont la possibilité de discuter avec d'autres scientifiques de manière un peu plus informelle et d'échanger des lettres, des conseils. Et c'est un étape que j'aime bien et c'est très important pour la recherche. Donc, faire un doctorat, c'est développer un esprit d'analyse et de synthèse, une aptitude à communiquer, on apprend aussi à gérer notre temps, on développe notre créativité et on développe de plus en plus notre autonomie. Mais aussi, comme je vous ai dit, on essaie aussi d'être persévérante, pas tous les manips marchent tout le temps et on doit essayer de comprendre pourquoi certaines expériences ne marchent pas, on n'obtient pas le résultat qu'on veut. Donc ça, c'est aussi une compétence clé qu'on développe pendant le doctorat. Les points finaux du doctorat terminent avec une soutenance des thèses. Avant la soutenance, vous dirigez un manuscrit qui résume les activités de recherche et des résultats. Et après, vous présentez vos résultats devant un jury d'experts qui évalue la qualité du travail. Cette jury est faite par des experts internes à l'université, mais aussi des experts internationaux qui viennent pour la soutenance des thèses et pour évaluer votre projet. Si la jury est d'accord pour donner le titre de docteur, vous devenez ensuite docteur en sciences. Donc, vous avez vu, il y a un bachelor, un master, un doctorat, et vous pensez peut-être que maintenant, avec le doctorat, ça y est, on peut faire de la recherche. Mais en fait, si je peux faire une autre analogie, c'est comme quand on obtient le permis de conduire. On sait probablement conduire, on sait conduire la voiture de l'école, par exemple, mais est-ce qu'on sait conduire bien et à l'aise toutes les voitures? Probablement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la même chose pour un doctorat. On apprend à travailler de manière autonome, mais peut-être on n'est pas vraiment à l'aise à travailler en recherche de manière autonome. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'encore un petit peu d'entraînement et on fait un postdoctorat. Le postdoctorat est une étape qui est assez variable, la durée entre 3 et 8 ans. Et on rejoint un autre groupe de recherche, un nouveau groupe de recherche, et on essaie d'approfondir soit notre spécialisation, dans mon cas c'était Pseudomonas aeruginosa, soit on acquiert une expertise dans une technique spécifique, comme par exemple la microscopie électronique ou d'autres techniques. Pendant le postdoctorat, on a aussi la possibilité d'établir de nouvelles collaborations. On commence à se faire connaître à des endroits qui sont différents de notre laboratoire où on a fait les doctorats. Et on construit petit à petit notre réseau scientifique. On peut, si on veut, pendant le postdoctorat, rédiger aussi des demandes de financement pour soutenir notre propre carrière. Et c'est ce que j'ai fait avec la bourse du Fonds national suisse et en bourse anglaise. Donc, les parcours, les postdocs se font souvent à l'étranger. L'expérience internationale est nécessaire pour
quand on fait de la recherche est très importante. Et c'est important pour plusieurs raisons. Parce qu'elle permet, comme je vous ai expliqué, de développer notre propre réseau, de connaître d'autres chercheurs. C'est un enrichissement scientifique parce que parfois on peut apprendre différentes façons de faire les choses et de manipuler, ou même différentes approches pour répondre à la même question. C'est très valorisant dans notre CV et c'est aussi un avancement professionnel parce que ça permet d'élargir notre personnel, parce que ça permet d'élargir notre horizon. Donc, pendant la phase des postdocs, on peut déjà commencer si on a envie d'appliquer pour une position professorale. Pour la profession professorale, l'activité de recherche change, pendant la position change un petit peu. On a de nouvelles responsabilités qui incluent pas seulement la planification et réalisation des projets innovants, mais aussi l'enseignement, l'encadrement des étudiantes, la gestion d'un groupe de recherche, et la recherche et la gestion des financements pour les groupes et pour nous-mêmes, et la diffusion des scientifiques auprès du grand public. Donc la plus grande différence avec le passage des postdocs à professeurs que j'ai pu moi-même expérimenter, c'est le fait qu'on a de moins en moins de temps pour faire nous-mêmes des expériences. Donc la recherche devient une activité collective, que ça se fait avec notre groupe. Sans notre collaborateur au sein du groupe, on ne pourrait pas faire la recherche. Donc ça, c'est vraiment une différence que j'ai remarquée le plus pendant ce passage. Quand on est postdoc, on travaille normalement de façon individuelle. On a notre propre projet spécifique. Par contre, quand on devient professeur, on ne peut plus faire ça parce qu'on n'a pas le temps. Donc on doit déléguer certaines expériences et toute la partie expérimentale du travail à notre groupe. Donc on distingue en général trois types de professeurs, comme je vous dis, professeur assistant, c'est les postes temporaires, qui est axé sur la recherche, sur l'obtention des financements et sur l'enseignement. C'est une étape, un poste qui a une durée entre 3 et 8 ans. À la fin de cette poste, on a une évaluation par un jury d'experts et de collègues seniors. Si l'évaluation est positive, on accède au poste de professeur associé. C'est un poste permanent avec une responsabilité accrue en enseignement et encadrement des étudiantes. Et au sommet de la hiérarchie, après, on peut passer au rôle de professeur ordinaire. Normalement, c'est un rôle qui en donne à un chercheur qui est reconnu au niveau mondial en recherche et aussi qu'il a des rôles aux soins de l'institution, de direction et d'administration. Donc, si on reprend ces étapes du parcours académique, on peut voir qu'on est soumis tout le temps à des évaluations, soit pour obtenir un diplôme, un doctorat, soit pour accéder à certains postes. Et ça, c'est très typique d'une carrière académique. On est tout le temps évalué. Ça existe aussi, et c'est le cas, que pas tout le monde arrive jusqu'au bout de cette carrière. Beaucoup trouvent des opportunités ailleurs, comme deviennent des chercheurs en entreprise, des journalistes, des conseillers scientifiques, des enseignants, etc. Il est important de rappeler qu'en fait, un parcours en sciences dépasse l'acquisition des connaissances scientifiques. Il nous apprend beaucoup d'autres compétences, qu'on appelle des compétences transférables, qui peuvent être utilisées dans d'autres métiers, comme entre autres ceux que j'ai listés ici. Ces compétences transversales, c'est par exemple des compétences professionnelles, personnelles, comme la résilience et les rigueurs dans notre travail, des compétences pratiques, comme l'organisation du travail et de la logistique, des compétences en communication
communication scientifique, mais aussi communication entre collègues, des compétences en gestion des ressources, gestion du matériel, gestion des financements, et des compétences stratégiques pour essayer de trouver la meilleure stratégie que ça nous ramène à notre objectif. Donc, toutes ces compétences sont un véritable atout, quoi que ce soit les métiers qu'on choisit plus tard. Donc, pendant la dernière partie de ma présentation ce soir, j'aimerais un peu de parler comment on arrive à obtenir un poste ou un emploi en académie. Donc, il y a en général deux façons. Soit on répond à une annonce qui est mise par l'université ou le centre de recherche. Cette poste, normalement, est financée. On finance notre propre salaire. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu cette poste, on peut solliciter des subventions supplémentaires pour pouvoir faire nos activités de recherche. Il y a une autre voie, c'est la voie que j'ai choisie moi, c'est la recherche autofinancière. Donc on postule à des financements externes, des subventions ou des bourses pour couvrir nos propres salaires et notre recherche. On postule avec les soutiens de l'institution et si on l'a, on peut commencer notre poste et notre recherche. Donc aujourd'hui, les marchés de l'emploi académique en recherche est un marché global et cela implique plusieurs choses. D'un côté, en Suisse, par exemple, un poste de professeur peut recevoir des centaines et des centaines de candidatures, donc provenant du monde entier. Donc c'est vraiment une compétition très très forte. Et de l'autre côté, vu que c'est un marché global, vous-même, vous pouvez postuler pour des postes qui sont ailleurs, sont pas partout dans le monde. Donc, ça vous amène aussi à travailler à l'étranger, parfois loin de votre famille ou de votre pays d'origine. J'aimerais aussi vous donner quelques chiffres. Donc, les taux de réussite pour obtenir un poste permanent dans le milieu académique est très très faible, avec beaucoup de concurrence et pas beaucoup de postes ouverts. Si vous voyez cette graphique ici, vous pouvez voir que plus de la majorité de la force de travail scientifique dans des autres écoles universitaires est faite par des doctorantes et des postdoctorantes qui sont engagées sur des contrats à durée déterminée. Les chercheurs sur un contrat à durée indéterminée sont que de 3%. Et les places occupées par des professeurs, c'est que 9% de toute la force de travail scientifique. Donc ça, c'est bien à tenir en compte quand on commence une carrière comme la carrière académique. Moi-même, je n'étais pas vraiment consciente de ça. J'ai appris ça au long du parcours, mais c'est très important de savoir que c'est un milieu très, très compétitif. Selon, par exemple, une étude de l'Office fédéral de la statistique qui a été faite en 2023, seulement 7% des entrants en postdoctorat de 2015 ont obtenu un contrat à durée indéterminée dans une autre école suisse. Cela, ça veut dire qu'en 2015, par exemple, s'il y avait 14 postdoctorats qui commençaient en postdoc, après 6 ans, seulement une personne de ces 14 personnes a pu avoir un poste à durée indéterminée. Oui. Vous dites un mot, qu'est-ce que vous appelez enseignant à temps partiel? C'est une catégorie qui implique beaucoup. J'ai essayé de regarder un peu cela, qu'est-ce que ça signifie. C'est des postes d'enseignement qui sont donnés ad hoc, par exemple pour enseigner un certain cours. Ils ont sur l'université ont besoin d'un background, d'une expertise très spécifique, donc ils recrutent des enseignants des autres universités. Ça représente tout ça. Dans la recherche. Non. Donc, pour tout ça, il faut aussi savoir que pendant ce parcours, on apprend à
à gérer le stress. On peut apprendre à gérer un peu le stress et gérer la pression que tout ça comporte. Et j'ai appris par expérience professionnelle qu'on peut apprendre ces temps stratégiques. Ça nous permet quand même de vivre bien malgré toute cette pression. Ces stratégies, j'ai essayé de me rappeler un peu certains exemples. Un exemple, c'est prioriser les tâches, organiser notre travail, avoir la possibilité de déconnecter régulièrement. Les sports, la méditation, ça peut aussi aider. Un autre aspect important, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide auprès des collègues. Ça aussi, j'ai trouvé que ça aide beaucoup. Moi-même, comme professeure assistante, j'ai 2 mentors qui m'assistent pendant cette phase et j'ai plein de collègues à qui je demande de l'aide assez régulièrement si j'ai des doutes. On se forme aussi, comme je dis, on n'arrête jamais de se former. Dès qu'on assume un rôle de chef d'équipe, on a aussi certaines formations que je pense qui sont importantes, comme la capacité à apprendre à gérer un groupe, à travailler, à gérer des conflits, la négociation, etc. Donc je pense que se former sur ces thématiques, ça pourrait aussi un moyen de gérer le stress que ce rôle de responsabilité comporte. Donc, pour conclure ce soir, j'espère avoir fait passer le message que la recherche académique est une carrière très exigeante, mais aussi extrêmement gratifiante, et sinon je ne serais pas vraiment là. Donc, si vous aimez les défis, si vous avez envie d'apprendre en permanence et partager des idées, voyager, enseigner, travailler en groupe, cette carrière est faite pour vous. J'espère qu'il y aura quelques étudiants qui écoutera cette présentation. Et notre travail, je trouve qu'il peut contribuer en général au progrès scientifique et sociétal, pas seulement par nos découvertes, mais aussi par notre enseignement et les relations qu'on peut avoir avec notre collaborateur. Avec ça, je remercie pour l'attention. J'aimerais aussi de nouveau remercier les membres du groupe, les collaborateurs, et un collaborateur qui est venu ici à écouter cette présentation, Carl Ferrand. Et je remercie aussi Patrick Linder qui m'a donné quelques conseils pour préparer cette présentation ce soir. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage, parce que peut-être un parcours académique en recherche, on voit que le parcours peut être long et qu'au final il y a peu d'élus qui arrivent. Ouais. Alors on va ouvrir maintenant la séance de questions avec des micros, s'il marche. Donc le principe c'est toujours le même, si vous avez une question, levez le bras s'il vous plaît et on amène le micro pour que tout le monde puisse entendre. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, quand on pense recherche, on s'imagine que la question de la créativité, de